Bonjour, mon nom est Stéphane Paquin, je suis professeur à l'École nationale d'administration publique et je suis ici pour vous présenter mon dernier livre, La mondialisation, une maladie imaginaire. Comme vous le voyez par le titre, on fait un clin d'œil à l'œuvre de Molière qui date de 1673, dans laquelle un malade imaginaire, donc un hypocondriaque, se croit très malade et se fait prescrire des médicaments qui, plutôt que de le soigner, le rendent encore plus malade. Alors, c'est un peu ça la critique qu'on fait à la mondialisation. Lorsqu'on regarde les débats contemporains, on voit que les gens sont de plus en plus désillusionnés face à la mondialisation. Les critiques sont très fortes. À droite, on veut reprendre le contrôle des frontières, on veut l'autonomie nationale. À gauche, on s'inquiète des effets de la mondialisation et de la robotisation sur l'emploi, sur les salaires, sur le chômage, sur les inégalités et sur l'État-providence. Mais l'ensemble de ce discours tend à nourrir des mouvements populistes qui proposent des solutions radicales, des médecines radicales, et c'est eux les malades imaginaires. C'est eux qui ont tendance à exagérer les effets de la mondialisation et à souhaiter prescrire à la population qui n'est pas malade des médicaments qui vont les rendre malades. Donc, pourquoi le livre? Dans la pratique, c'est que je travaille sur la mondialisation depuis maintenant une trentaine d'années et je suis fasciné par le décalage énorme qui existe entre ce que disent les experts de la mondialisation, ceux qui l'étudient fondamentalement depuis très longtemps, et la perception qui s'en dégage parmi les médias, parmi les universitaires, qui ne sont pas des spécialistes, ou sinon par des gens qui travaillent dans les entreprises ou en politique. Il y a un énorme décalage et, règle générale, on tend à exagérer la mondialisation, tout comme ses effets. Il y a un professeur suédois qui s'appelle Hans Rosling qui a même écrit à la blague qu'un chimpanzé qui remplirait un sondage sur les effets de la mondialisation ferait mieux, aurait de meilleurs résultats que des prix Nobel, des journalistes, des banquiers qui ont passé le questionnaire que leur avait fourni Rosling. Un auteur d'origine indienne, Pankaj Ghemawat, qui est professeur dans une université aux États-Unis, parle même de semi-mondialisation pour parler de l'état réel de la planète dans laquelle nous nous trouvons. Alors, pourquoi est-ce que je dis que la mondialisation est exagérée et que ses effets en est exagérés et que je parle même d'une maladie imaginaire? Je vais vous donner quelques exemples. Dans le monde, il y avait 1,5 million de personnes qui travaillaient en 1980, donc il y avait réellement un emploi. 40 ans plus tard, le nombre est passé à 3,5 milliards. Donc, le taux d'emploi mondial a plus que doublé en 40 ans. C'est inédit dans l'histoire humaine. Jamais, dans les 40 dernières années, on avait créé autant de richesses que ce qui s'est produit. Un des impacts de cela, c'est qu'en 1980, il y avait une personne sur deux dans le monde qui vivait dans l'extrême pauvreté. Avant la pandémie, donc de nos jours, on est à moins de 10 de la population mondiale. Autre exemple encore plus frappant, il n'y a aucun pays dans le monde qui a un taux de mortalité infantile plus élevé de nos jours qu'il y a 50 ans. Tous ces progrès sont impensables sans la mondialisation telle qu'on la connaît depuis les 30 ou 40 dernières années. D'autres exemples qui vont toucher plus les pays développés. Dans 2 pays développés membres de l'OCDE sur 3, les taux d'emploi étaient à des niveaux records et avec de meilleures conditions de travail et de meilleurs avantages sociaux dans les dernières années qu'à tout autre moment dans l'histoire. Autre exemple de mythe, est-ce que l'État retraite face à la mondialisation? Est-ce vrai de dire que la mondialisation néolibérale impose des diminutions massives des dépenses publiques qui vont affecter l'intervention de l'État dans l'économie, mais aussi un désinvestissement dans l'État-providence? Dans les faits, si vous regardez les chiffres à partir de 1960 jusqu'à nos jours, jamais les États développés, en tout cas, avaient autant dépensé pour financer leur politique publique de nos jours que dans tout autre moment dans l'histoire humaine. La croissance entre 1960 et maintenant est de 37 au Canada, 39 aux États-Unis, mais 127 au Japon et 134 au Danemark. Lorsqu'on regarde le financement de l'État-providence, c'est un peu la même tendance. Depuis 1960, les dépenses sociales pour financer l'État-providence ont augmenté en moyenne de 206 pour les pays de l'OCDE, ce qui est évidemment inédit. Et on est de nos jours à des niveaux records en investissement public pour l'État-providence. Dernier point qui est intéressant, c'est que plusieurs auteurs soulignent que les pays qui sont sociodémocrates, donc les pays qui taxent plus que les autres, qui ont des États-providence beaucoup plus généreux, qui redistribuent plus la richesse,
qui ont des mesures d'égalité entre les hommes et les femmes beaucoup plus développées qu'ailleurs et qui luttent sérieusement contre les changements climatiques, on pense que ces pays ne peuvent pas s'en sortir dans une compétition mondiale avec la montée de l'Inde, la Chine et les grandes puissances émergentes. Alors, quand on compare leurs performances économiques aux pays libéraux comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou le Canada, on se rend compte que non seulement ils performent mieux économiquement, ils performent mieux en matière d'emploi, mais ils performent mieux aussi socialement. Ils ont moins d'inégalités qu'ailleurs, ils ont moins de pauvreté qu'ailleurs. Bref, pour conclure, je dirais qu'il faut éviter de tomber dans le piège populiste. Il faut s'en remettre aux faits. Et pour conclure, un dicton américain qui dit que rien n'explique mieux le bon vieux temps qu'une mauvaise mémoire.